Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Hunt, comme la chanson de Sepultura. Oui, je commence tout de suite par une digression. Super chanson de Sepultura qui était pendant longtemps ma chanson favorite de métal, de hard rock metal. Vous connaissez pas Sepultura, écoutez Sepultura, c'est vachement bien, c'est brutal, ça a vieilli mais c'est quand même très très bon. Refuse, Resist, Chaos AD, entre autres, War for Territory, plein de chansons extraordinaires, Roots, Bloody Roots, bref. Dictator shit, extraordinaire. Bref, si vous aimez la musique bien brutale et bien revendicative aussi, vous pouvez écouter bien sûr Sepultura et la suite du groupe de Max Cavalera, Soulfly, et leur chanson Eye for an Eye for an Eye for an Eye, qui aurait très bien collé avec le film d'aujourd'hui, un œil pour un œil, un œil pour un œil pour un œil pour un œil pour un œil, donc sous-entendu œil pour œil et dent pour dent, la loi du talion. Et ouais, c'est très culturel, ça va dans tous les sens, ça retombe toujours sur ses pieds, c'est ça un mec qui parle trop. Et donc The Hunt, film qui aurait dû sortir le 22 avril 2020 au cinéma et qui n'est pas sorti et que j'ai donc pu voir à la télévision en version française. Il est réalisé par Craig Zobel. Craig Zobel, je n'ai pas vu ses autres films. Il a quand même réalisé pour des séries plutôt de qualité comme The Leftovers. The Leftovers qui est une série finie dont j'ai vu essentiellement la première saison, que j'ai trouvé intéressante. J'ai pas adoré, mais que j'ai trouvé vraiment intéressante sur le principe. Je vais vous expliquer grosso modo ce que c'est, parce que je sais pas encore si je vais faire un podcast sur The Leftovers, mais juste pour que vous connaissiez le pitch. C'est aux États-Unis, un jour, il y a des gens qui disparaissent. Et on ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Et je vous rassure tout de suite, la série ne vous dit pas pourquoi ils ont disparu, en tout cas dans la première saison. Tout ce que la série vous donne à voir, c'est comment les gens deal avec cette perte, avec cette disparition, avec ces gens qui ne sont plus là. Et c'est un très beau travail d'écriture sur la perte, l'absence. Oui, il y a ma fille en guest, hein, évidemment. On pouvait pas rester tranquille les uns avec les autres, il fallait qu'il y ait ma fille dans le coin. Hein. Je blague, bien sûr, je suis content qu'elle soit là. Et même si c'est pas évident d'enregistrer, ce n'est pas grave. Vous m'appréciez aussi pour ça. Tout ça pour dire... oui, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux venus. Il y a eu pas mal d'abonnés ces derniers temps. Franchement, c'est super cool. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous plaît, vous déplaise, que je pourrais développer ou pas. Hein. Franchement, vous venez juste d'arriver, mais c'est votre casa. Vous n'hésitez pas à vous installer, les gars. Enfin, faites comme chez vous, mais vous savez que vous êtes chez moi, hein, que les choses soient claires. Bref, tout ça pour dire, Craig Zobel, qui a tourné donc sur The Leftovers, et d'autres séries plutôt de qualité. Et en l'occurrence, j'ai trouvé son pédigré plutôt sympa. Mais je n'ai pas vu d'autres films de lui, c'est The Hunt, c'est le premier film que j'ai pu voir de son travail. Et... Craig Zobel, donc, qui a notamment travaillé sur The Leftovers, dont je viens de vous parler et que je vous conseille de découvrir, honnêtement. Le style de la série est assez déprimant, il faut être honnête, mais c'est une très belle série sur la perte. Vraiment, j'ai pas encore tout vu, j'ai vu essentiellement la première saison. Je suis pas fan de tout, il y a des ficelles d'écriture que j'aime moins, mais honnêtement, je vous la conseille. C'est original et c'est fort. Vraiment, le discours que la série tient est très fort. Il a aussi travaillé sur American Gods, série vraiment intéressante dont j'ai vu aussi essentiellement la saison 1. La saison 2 a été beaucoup critiquée, je ne l'ai pas encore vue, je ne peux pas trop en parler. Mais sur la saison 1, c'était aussi très réussi en termes de style, en termes de narration. On est en général dans des univers très proches, c'est-à-dire quelque chose en termes de style et de narration, c'est calme. Il y a vraiment un ton et une lenteur dans le développement de la narration. On ne joue pas tout sur les twists et sur la tension principale. On développe beaucoup les personnages et l'univers. Et American Gods, avec ce truc assez délirant de mettre grosso modo des dieux anciens dans l'Amérique de nos jours, avec leurs codes, leurs pouvoirs et ainsi de suite, et comment ils sont incrustés dans la vie sociale américaine à tous les niveaux. Je vous conseille de voir vraiment la saison 1 d'American Gods. Je vais faire un podcast dessus, hein. C'est bon, le rendez-vous est pris. D'ailleurs, vu qu'on a le temps en ce moment, je vais probablement vous le faire prochainement. Mais c'est une excellente expérience. En tout cas, la saison 1 est vraiment très intéressante. Particulière, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas le royaume de l'attention, c'est pas dans cette série-là que vous allez avoir des effets spéciaux, de l'explosion, de la violence, du sexe, machin truc. Non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. C'est plus sur l'ambiance et sur les personnages principaux qui sont confrontés à ces dieux et ainsi de suite. Et je vous laisse découvrir comment, je veux pas spoiler. Mais grosso modo, on a dans American Gods vraiment une source tellement originale que ce serait dommage de s'en priver. Bref, regardez American Gods, je vais probablement vous faire une critique prochainement, c'est du très bon travail. Bref, Craig Zobel, il a plutôt travaillé sur des séries intéressantes, il faut lui rendre ça, même si je n'ai pas vu ses autres films. En tout cas, The Hunt était assez intéressant pour que je vous en parle, donc ça vous met déjà un petit peu la puce à l'oreille.
L'autre chose à dire sur The Hunt, c'est une production de Jason Blum. Alors Jason Blum, il commence à être connu, c'est la boîte de production Blumhouse qui sort énormément de films d'horreur, on va dire relativement original. C'est pas non plus le royaume de l'originalité, il y a aussi beaucoup un côté commercial, on exploite un peu tout ce qu'on peut, tous les remakes, donc c'est pas non plus... et là en ce moment ils se sont attaqués aux séries télé, donc il y a vraiment... un désir de clairement être un petit peu une sorte d'empire de production particulièrement opportuniste, mais il y a quand même globalement un cinéma relativement intéressant qui s'est développé. C'est une boîte qui est née en 2000 à l'époque et qui a produit des petites choses jusqu'à produire Paranormal Activity d'Oren Peli, qui a été un succès monstrueux. Je ferai probablement un podcast sur la série Paranormal Activity, puisqu'on se les était tous regardés à un moment donné avec ma compagne. À l'époque, je faisais pas encore les podcasts et je voulais pas forcément en parler, mais c'est un phénomène très intéressant, une série très intéressante de films, avec du bon et du moins bon, mais qui est vraiment très intéressante, et je vais probablement vous faire... Allez, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez que je fasse une rétrospective en faisant un épisode par film? Ce serait avec plaisir. Mais dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement, parce qu'il faudrait que je les remate et tout. Donc voilà, j'attends vos retours. Je pense que je vais le faire, mais si vous m'incitez un petit peu, peut-être que je serai un petit peu plus speed. Et donc à partir des Paranormal Activity, Paranormal Activity. Yes, nice. Après, pardon. À partir de Paranormal Activity, je vais y arriver. Ils vont commencer, grosso modo, à produire de plus en plus, à faire beaucoup d'argent, puisque Paranormal Activity a été un énorme succès. Et donc, en produisant de plus en plus de films, notamment ensuite avec des films qui vont avoir un succès, au moins commercial, comme Ouija, Les Origines, Incarnate aussi, de Brad Payton. Ils vont produire Split de Night Shyamalan, ça va être aussi une grosse réussite pour eux. Les American Nightmare, The Purge, en version originale, Get Out de Jordan Peele, bref, je vais pas tous les faire, mais les Inside Use de James Wan, bref, beaucoup de films d'horreur qui vont fonctionner, et ils vont tout petit à petit développer de plus en plus de remakes, de reboots, comme celui de Amityville, entre autres. Je sais plus, je suis en train de regarder leur filmographie parce que j'étais plus certain de voir. Ils vont aussi produire Truth or Dare de Jeff Wadlow, qui a eu son petit succès commercial. Upgrade, l'excellent Upgrade, je vous remettrai la critique dans les liens que j'ai fait dernièrement, le film que j'aime énormément de Lee Whannell, bien sûr le film Ouija. Bref, beaucoup de films de genre avec des principes simples comme Unfriended Dark Web, bref, il y a vraiment... mais aussi, dernièrement, des films un peu plus, entre guillemets, mainstream, comme Black Klansman de Spike Lee, qui, voilà, c'est un film qui a été au Festival de Cannes, c'est pas, ça déconne pas, aux Oscars aussi, bref, à produire Glass aussi, bref, je vais pas faire tous les films de Visit de Night Shyamalan, mais ça pour dire vraiment une réussite globale de cette boîte de production, en production, mais d'abord et avant tout, leur fond de commerce, c'est le film de genre. Le fond de commerce de cette série, c'est quand même d'abord et avant tout le film de genre, avec quelques films mainstream qui font un peu le voir, mais c'est le film de genre, on va dire, low cost. Et un des derniers coups qu'ils ont fait dernièrement, et que j'ai vu au cinéma, c'est pour ça que je tiens à vous parler, c'est Nightmare Island. Nightmare Island, c'était de Jeff Wadlow que j'aime décidément pas comme réalisateur, mais comme scénariste plutôt intéressant. Je vous renvoie à ma critique notamment que sorti dernièrement de Bloodshot, le dernier Vin Diesel, je vous la mets dans les liens de cette description évidemment. Et Nightmare Island, en fait, on est allé le voir au cinéma parce que dans la version européenne, ou plutôt française, ils ont retitré le film Nightmare Island. Mais le titre original était Fantasy Island. Fantasy Island, qui était une série relativement kitsch, dont je me souviens très peu, c'est grosso modo l'île qui réalisait les rêves, qui était vraiment très kitsch, qui était très loin d'être un film de peur. Et ils ont repris le truc en disant, et si c'était au contraire, Fantasy Island, c'était d'abord une histoire de peur. L'idée est pas bête, ils ont débauché Michael Cera ou Michael Cena, je crois que c'est Cena, dans un des rôles principaux, c'est plutôt un bon acteur, donc il n'y a pas de souci. Bon, déjà, le film est franchement pas terrible, première chose, mais surtout, on se l'est dit tout de suite avec ma compagne, si on avait su que c'était un remake de Fantasy Island, on n'y serait même pas allé. Donc c'est aussi ça, Blumhouse, ils sont malins commercialement, ils savent un peu comment faire tourner leur projet et faire en sorte que ça sorte et que les gens aillent les voir. C'est important de parler de la nature d'une production Blumhouse parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Autant Nightmare Island était un tout petit film de peur, franchement pas terrible, qui ne méritait pas les moyens qu'il a eu, franchement.
Autant je suis super content qu'il soit lancé sur Split, par exemple, de Night Shyamalan à l'époque, ou The Visit, qui est vraiment excellente, sur lequel il faut décidément que je fasse un podcast prochainement. Bref, mais c'est la petite boîte de production qui monte et qui fait mal actuellement, parce qu'elles arrivent à produire des films, mon lapsus est révélateur. Ooh, that's a bingo! Ils arrivent à produire des films qui sont des petits coups de poker comme ça et qui donnent parfois de vraies bonnes choses. J'ai pas vu les 3/4 de ce qu'ils ont produit, mais je constate, je vois dans leur filmographie par exemple qu'il y a Frank Calfoun, le français, qui a réalisé Prey pour eux. Je sais pas si c'est une adaptation du jeu vidéo, bref. Je serais très curieux de voir ce que ça donne. Bref, tout ça pour dire, il fallait donner un petit peu l'identité de cette boîte de production, parce que ça parle un peu du projet The Hunt. The Hunt est très simple dans son principe aussi. Le pitch tient sur une feuille. C'est des gens qui se réveillent dans un avion, non, même pas. La scène pré-générique dévoile tout, donc je peux vous la donner. Il y a des gens, des mecs très très riches dans un avion qui sont particulièrement prétentieux, qui à un moment donné sont rejoints dans l'avion par un gars qui a l'air de se réveiller, d'être défoncé. Et qui, grosso modo, pète les plombs en leur disant voilà, où je suis, qu'est-ce que je fais là, machin truc, puis ils disent tous ah merde, il y en a un qui s'est réveillé, et à partir de là, il y a une meuf qui se lève et qui vient le buter en direct, en manière très sèche, et on comprend qu'en fait, ils ont dans la soute, enfin, dans une des cabines, des gens qui sont endormis. Ces mêmes personnes vont se réveiller dans un champ. Tiens, je vais tout de suite faire le pitch parce que je suis en train de vous le faire, mais c'est juste pour vous donner un peu l'identité du produit Blumhouse, mais je vais reparler un petit peu après le pitch de ce que ça veut dire en termes d'idées simples. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Donc, ces différentes personnes se réveillent dans un champ avec un bâillon très agréable, vous voyez le genre de truc qui vous bloque la mâchoire là. Et très vite, elles comprennent que voilà, au milieu d'une sorte de petite clairière, ils ont une grosse boîte en carton. Ils vont l'ouvrir. Bien sûr, ils ont peur qu'il y ait un piège dedans, puisqu'ils sont plusieurs. Hein, je sais pas, ils sont une petite dizaine. Et dedans, il y a des armes. Et donc, ils comprennent tout de suite, très très vite, que c'est la guerre. Hein, ils vont devoir essayer de s'enfuir, de survivre. Bref, le titre du film dit tout. Ça s'appelle La Chasse, The Hunt. Et ils vont être chassés. Sur ce pitch-là, The Hunt est relativement original et je vais en parler tout de suite. Oui, là c'est vraiment un petit pitch parce qu'il n'y a pas... Si je dévoile le pitch, c'est dommage et je vais faire une partie spoiler pour aller un peu plus loin, ne vous inquiétez pas. Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc The Hunt a une base, un pitch qui est vraiment le pitch classique du film. Le pitch te donne envie de voir ce qui va se passer. C'est des gens qui se réveillent dans un champ, ils se rendent compte qu'ils vont être chassés, que c'est une chasse à l'homme. C'est tout con, c'est pas original du tout. Il y a les chasses du comte Zaroff qui parlaient exactement de la même chose, entre guillemets. Bon, alors c'est un autre point de vue, mais qui avait le même pitch de départ. Il y a eu plein de films là-dessus, avec différentes variantes. Donc, j'en ai pas forcément vu des masses, mais il y en a eu plein. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très original. Mais la force de Blumhouse, c'est de réussir à faire... Ils ont fait une bande-annonce très aguicheuse, sur des acteurs qui avaient déjà marché dans le film Blumhouse. On a notamment Emma Roberts, qui avait été le rôle principal dans Nerve, qui est très sympa, Nerve. Il faudra que j'en parle à l'occasion. Je fasse un podcast dessus, allez, c'est noté. Et un casting, on va dire, d'acteurs qu'on connaît et qu'on a vu dans d'autres films. Il y a Ike Barinholtz, par exemple, qui joue le fameux chef de la fameuse prison de Suicide Squad. Oui, bon, pas de chance pour lui, Suicide Squad, ça n'a pas été une réussite critique, mais voilà, on a des acteurs comme ça de série B plutôt connus. On a Ethan Suplee, qui joue le rôle de Earl dans la série My Name is Earl. Je sais que les fans de la série sont tristissimes parce que la série a été arrêtée après la 3e saison. Il n'y a jamais eu vraiment de conclusion. C'est dommage, c'était une série que je trouvais pas si mal, avec de l'humour bien absurde et très enfantin, mais honnêtement c'était pas mal. Si vous avez l'occasion, My Name is Earl, c'est pas désagréable à regarder. Mais il faut aimer l'humour très absurde, hein, j'insiste le plus possible là-dessus. J'en parlerai peut-être dans un autre contexte. Bref, tout ça pour dire, des acteurs de série B corrects, confrontés donc à cette situation. Et à partir de là, le film est très bien vendu par Blumhouse avec cette bande-annonce. Et c'est un petit peu la force de Blumhouse, c'est de réussir à aguicher les gens. Nightmare Island, on comprend tout de suite le principe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête. Et ils naviguent entre des projets comme ça, qui sont vraiment des appels pour voir comment ça hype sur Internet. Si les gens rentrent dans le truc, bon bah bim boum, on y va, on le met au cinéma. Sinon, boum, bah c'est du direct au streaming, il n'y a pas de problème. Et on sent vraiment que c'est comme ça que Jason Blumhouse et sa boîte ont réussi à faire ont réussi à faire de Blumhouse une vraiment franchise
quasi exclusif du film d'horreur de cinéma. Il y a quasiment que eux, actuellement, qui produisent du film d'horreur ou du film fantastique avec une grosse hype derrière pour le grand public. Donc voilà, on peut passer un peu plus à la critique de The Hunt. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, The Hunt? D'ailleurs, on a eu un petit cri pour accompagner le côté sauvage de la chasse. Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Je vais pas forcément faire une partie sans spoil très longue, alors on va aller droit au but. Au niveau décor et ainsi de suite, on est dans une Amérique simple et rurale. Donc il n'y a pas encore une fois, je veux rien spoiler, mais on n'a pas de grandes surprises. Il y a une supérette, un champ, voilà, rien d'extraordinaire, c'est bien fait sans plus, mais je tenais à faire le point dessus, c'est efficace. Nightmare Island, à l'inverse, avait un décor beaucoup plus ambitieux qui fonctionnait beaucoup moins bien. Il y a notamment toute une partie de l'histoire qui se passait dans une grotte et c'était ridicule. Est-ce que je devrais faire une critique de Nightmare Island? Non, c'est juste pas bon. C'est pas la peine, ne vous fatiguez pas, ça fait pas vraiment peur, c'est pas très réussi, c'est mal écrit, bref, ça vaut pas le coup. C'est typiquement une production Blumhouse que vous pouvez éviter et qui est passée au cinéma en mentant, j'insiste, sur sa bande-annonce. Si les gens avaient su que c'était Fantasy Island, ils n'y seraient pas allés. Ils auraient au moins perdu la moitié ou les 3/4 des gens qui sont allés voir ces films au cinéma. J'en suis convaincu. Bref, quand vous regardez de toute façon les critiques du film sur internet, vous voyez que les 3/4 des gens disent ça. Je serais pas y allé si j'avais su. Je serais pas y allé si j'avais su. Bref, au niveau effets spéciaux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Au niveau effets spéciaux, le film est gore et bien sympathique. Honnêtement, on a un beau petit jeu de massacre, c'est très sympathique, notamment dans sa première partie. Très généreux, et on s'amuse bien, on a de tout, hein, des gens qui se font empaler, exploser, trouer la tête, découper, on a de tout, et honnêtement, c'est bien produit, je trouve que Craig Zobel a bien fait le travail, c'est bien modéré, on arrive à croire à la violence de ce qui passe, même si le film joue clairement sur un côté comique. On a notamment un personnage empalé au début qui vous dit oui, achève-moi. Quand t'es empalé, à ce niveau-là, et que t'as la colonne vertébrale qui est cassée, brisée, enfoncée, enfin, tout ce que vous voulez, tu tapes plus trop la discute, t'as pas autant d'énergie à revendre, voilà. Mais je vous laisse découvrir comment, mais ça joue. Le film essaie de modérer un petit peu sa violence par sa comédie, un petit peu. Peut-être un peu trop, c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus premier degré, mais au final, vu comment l'histoire se tourne, c'était pas le discours du film. Donc à la limite, je trouve que Craig Zobel a bien su ce qu'il voulait raconter, et c'est tout à son honneur. En tout cas, au niveau effets spéciaux, si vous aimez le gore, la violence, je trouve que c'est réussi. On a vraiment, et le côté drôle aussi, hein, c'est vraiment, on a notre bon petit, paquet, notre bonne petite dose de gore et de violence. C'est pas trop mon truc, mais c'est à comparer, par exemple, Nightmare Island était particulièrement inodore en face. Il n'y avait rien. Se vendant comme un film Blumhouse et un film d'horreur, c'était ridicule, il n'y a vraiment que dalle. Là, on est servi, c'est très généreux. Le film devait sortir le 22 avril au cinéma, j'en parlerai un petit peu après dans ma conclusion, mais c'est dommage, je pense que c'est un film qui aurait vraiment pu marcher et qui va se faire littéralement tuer par ce fameux confinement dans lequel nous sommes tous. Je reparlerai un petit peu à l'occasion dans d'autres films aussi, pour d'autres films certainement, les résultants sur l'industrie du cinéma de cette période de confinement. Bref, peu importe. Donc, on va tout de suite passer au casting. Plus vite, bande de trous du cul. Oui, je vais pas faire forcément de gros trucs sur la mise en scène, parce qu'on est vraiment dans de la mise en scène efficace. Craig Zobel est un bon filmeur, il sait bien raconter, mais il n'y a pas de quoi non plus en faire toute une histoire. Je trouve que c'est efficace. Oui, je disais donc que la mise en scène chez Craig Zobel n'est pas forcément originale, mais elle est efficace. Je tiens à souligner par exemple, on est dans les cas classiques de scènes de combat, vous voyez ce que je veux dire, une personne avec un flingue contre plusieurs, les fusillades sont lisibles, bien faites, elles sont impactantes, les personnages sont plutôt badass, c'est assez cool au niveau des héros et tout ça, ça marche plutôt bien. Après, de là à dire que j'étais bluffé et que Craig Zobel est incroyable en termes de mise en scène, j'irai pas jusque-là. Mais c'est quand même grosso modo un film que j'ai trouvé bon à cet endroit-là. Bon, alors je mettrai quelques nuances. On a notamment un passage où le personnage, deux personnages se battent. C'est bon par plan. Il y a certains plans où c'est bon, d'autres où c'est beaucoup moins bon. Notamment, on a des références à Kill Bill, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Ça souffre à la comparaison un petit peu en termes d'impact. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, forcément, je suis pas forcément un grand fan de tout ce que montre Kill Bill en termes de combat, notamment à main nue. On a dans les scènes de combat
Faut être précis, faut être un peu plus précis. Allez, de la précision, là, c'est trop facile, c'est trop large, là, ce que je raconte. Oui, calmez-vous, posez tous vos flingues, et vous allez me laisser vous expliquer, ok? Tout ça pour dire, les scènes de combat sont grosso modo alternent plutôt bien des plans impactants avec des plans de chorégraphie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? L'impactant, c'est un peu plus celui qu'on va ressentir, genre le coup de couteau, ou bien le personnage se fait couper, vous voyez ce que je veux dire, le coup à la lame, on se dit, tiens, ça je vois à peu près ce que ça peut faire. C'est toujours cette chose un peu délicate de filmer quelque chose en espérant que le spectateur comprenne, ressente un petit peu ce qui se passe, mais il faut partir de choses que les gens connaissent. C'est toujours compliqué de partir du principe que tout le monde sait ce que c'est que de prendre un coup au foie à la boxe. Très peu de gens, au final, savent vraiment la sensation que ça provoque. Il y en a qui vont comprendre que des coups au corps, c'est un peu c'est chaud à gérer. On va dire la moyenne des mortels va se dire oui, ça fait mal, mais c'est pas non plus incroyable. Alors que si, un coup au foie, ça te coupe littéralement en deux. Donc ça pour dire, c'est toujours ce dosage-là qui est difficile à trouver dans une chorégraphie. Et je trouve que, pour le coup, Craig Zobel est plutôt bon, il est dans la moyenne. On a vraiment des coups que le personnage prend, on se dit ah ouais, ça doit faire super mal, un coup à la tête avec ça. Et d'autres où c'est joli, c'est plutôt des belles chorégraphies, les personnages étant relativement agiles, notamment le personnage principal, que je ne vais pas spoiler. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas forcément grand chose à dire sur la mise en scène. C'est efficace, c'est vraiment des scènes de fusillade bien faites, propres, avec des effets gore bien dosés. Je suis en train de vous dire rien, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas non plus grand chose à dire sur ce que Craig Zobel en fait, à part dire que c'est efficace. C'est pour ça que je préfère me concentrer sur le casting, faire une partie casting tout de suite, parce que j'ai trouvé que c'était un des atouts du film, c'était de bien jouer sur son casting, et de bien, à un moment donné, servir son histoire en étant d'abord et avant tout comment dire, un jeu de massacre plutôt réussi. Et que ce soit Ike Barinholtz, dont je vous ai parlé avant, donc le fameux chef gardien dans Suicide Squad, que ce soit Ethan Suplee dans son rôle un petit peu de mec un peu gauche, qui est là, perdu, qui fait un peu du pétage de plomb, déplacé, alors qu'ils sont très en danger, que ce soit Betty Gilpin, qui est vraiment très bien, ou Emma Roberts, vraiment, c'est des gens, tous ces noms-là, vous les connaissez pas forcément, c'est simplement pour dire que ce sont des acteurs de série B, de qualité. Et quand arrive grosso modo la dernière ou la deuxième partie du film, où grosso modo on découvre le protagoniste principal, et ben, l'acteur, l'actrice fait bien le travail. Et je trouve que c'était pour le coup j'ai pas grand chose à dire sur le casting à part qu'il est bien utilisé. C'est bien utilisé dans le sens stratégique. Comme on connaît un peu les films Blumhouse, comme on connaît un peu ces acteurs, on a un petit jeu de massacre où on se demande qui va survivre et ça marche assez bien. Et le film joue avec assez de malice pour qu'au final, quand on se retrouve avec le personnage principal, on soit, à mon avis, juste désorienté et bien dans la narration. Et ça, encore une fois, c'est une qualité du scénario, certes, mais aussi de la mise en scène qui a réussi à bien le jouer, le modérer. Je serais curieux de savoir si c'était un choix des scénaristes ou du réalisateur. Mais voilà, je voulais pas faire très long sur cette page, j'ai déjà fait beaucoup plus long sur cette partie sans spoil que je l'aurais voulu. Je vais juste aborder un petit peu la partie scénario, notamment pour vous parler des scénaristes que j'ai oublié d'aborder avant. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Les scénaristes de The Hunt sont Damon Lindelof. Damon Lindelof, je le présente plus, j'ai fait une critique dernièrement sur la série Watchmen. Je vous renvoie à toute sa filmographie. C'est un mec qui a bossé énormément avec notamment J.J. Abrams sur les séries Lost, qui a pas mal travaillé sur la série, donc qui a créé la série HBO Watchmen, que je vous conseille de voir. Donc Damon Lindelof, on le connaît, scénariste plutôt malin, qui a bossé sur la série Lost, pardon, je m'étais trompé avant, The Leftovers aussi, hein, évidemment, très belle série dont je vous ai parlé, et sur plusieurs scénarios de gros films à succès, Prometheus, dont on peut discuter la qualité, bien sûr, mais qui a été un succès malgré tout, À la poursuite de demain, que je vous conseille de voir, de mon ami Brad Bird, Star Trek Into Darkness, Star Trek, bref, un copain de J.J. Abrams dans le fond. Donc il y a les initiatives de ce projet, et il est au scénario avec Nick Hughes qui avait déjà travaillé avec lui sur The Leftovers, sur Watchmen, et donc sur The Hunt, mais aussi sur la série Maniac, qu'il serait temps que je vois, dont j'ai vu des choses très intéressantes. Je crois que c'est avec Emma Stone et avec... voilà, j'ai oublié le nom de cet acteur que j'aime bien, pourtant que je trouve très bon. Je joue notamment de 22 Jump Street avec Jonah Hill, voilà. Avec Jonah Hill, qu'il serait temps que je vois, donc je vais pas en parler. Je l'aurais vu, je pense que j'en ferai un petit podcast à l'occasion. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de Maniac, si vous l'avez vu, et qu'est-ce que ça vaut. Bref, tout ça pour dire... The Hunt...
Nick Hughes, donc avec un beau petit pédigré aussi, bref, des gens qui savent écrire des choses originales et qui savent aller, je pense, plutôt au bout de leur idée, en tout cas les mener à un point où elles sont intéressantes, peut-être pas toujours franchir le Rubicon, comme on dit, peut-être pas toujours aller au bout du bout, mais ça devient pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des choses vraiment originales et qui ont beaucoup de caractère, et il faut admettre que le scénario de The Hunt est, pour le coup, très, frontal, très assumé. C'est quelque chose que j'aime. Déjà de 1, si vous avez vu la bande-annonce et que, c'était le cas de moi et ma compagne au cinéma, et que vous avez vu le film après, le film ne ment absolument pas, contrairement à Nightmare Island, hein, pour revenir encore sur les coups que fait un petit peu la production Blumhouse, c'est un film qui est vendu comme une chasse à l'homme, et c'est une chasse à l'homme à laquelle on assiste. Au moins une grande partie du film. Et cette chasse à l'homme est violente, elle est assez immorale, elle est par moments drôle, mais par moments aussi assez sadique. Tout est joué un peu sur un sadisme bon enfant, je caricature, mais le film est généreux en gore, en violence, et en présence, grosso modo, d'images graphiques liées à cette chasse, à tous les niveaux de sadisme liés à cette chasse. Je vous laisse découvrir comment. Parce que je ne veux pas trop spoiler le scénario plus que ça, simplement pour dire que j'ai trouvé le scénario cohérent, les personnages plutôt bien écrits globalement, même s'il y a une grosse ficelle dont je vais partir dans la partie spoiler qui est originale et compliquée, le personnage principal étant quelque part presque un anti-personnage principal dans le sens où il est le trublion de l'histoire, et au final le scénario ne le revendique finalement jamais jusqu'au bout. Pardon. Donc, quand je dis que le scénario ne le revendique pas jusqu'au bout, le personnage va être à contre-courant de l'histoire, finalement, du début à la fin. Et je trouve ça intéressant, et en même temps, quelque part, on est à la frontière de la ficelle scénaristique un peu facile, mais je peux pas en parler plus que ça avant la partie spoiler. Ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas vu ce film, c'est que le scénario tient la route, qu'il est peut-être discutable, et que je trouve qu'il y a une deuxième partie que j'aime moins, sur le fond intéressante. Dans les faits, dans la manière dont elle est amenée, c'est un peu long, ça manque un peu de pêche par rapport à la première partie du film, et je trouve pas que le film soit assez sérieux, assez tendu au début pour que la deuxième partie soit, je trouve, assez prenante, pour grosso modo le dénouement du pourquoi cette histoire. Je trouvais que c'était un peu démonstratif, mais honnêtement c'est assez original, assez bien écrit, pour mériter largement d'être vu, et je pense que The Hunt, pour revenir sur ce petit point-là, aurait eu un petit succès au cinéma qui l'aurait tout à fait mérité, contrairement à des trucs comme Nightmare Island. Mais on va tout de suite entamer la partie conclusion sans spoil. Quelle indignité. The Hunt est donc un film que je conseille, oui, je l'ai trouvé très sympa. J'ai trouvé qu'il assumait très bien ce qu'il vendait au départ, contrairement à plein de films Blumhouse, où les bandes annonces mentent et nous vendent quelque chose qu'on n'a pas au final. Là, on y a droit, on a vraiment droit à une chasse à l'homme, et cette partie chasse à l'homme est très sympa. C'est clairement une chasse à l'homme vue sous un angle un peu sadico-comico-gore, donc c'est pas sérieux, c'est pas la chasse à l'homme, vous voyez, je sais pas, il y a Traqué de William Friedkin que j'aime beaucoup, on a vraiment de la chasse à l'homme dedans, tout est premier degré, c'est autre chose. On a limite un léger effet d'exagération, j'en parlerai à l'occasion de Traqué, mais c'est deux champions de la dissimulation, des mecs, tu les mets en forêt, tu les entends jamais arriver, quoi, t'es mort, tu sais même pas ce qui t'est arrivé, avec Benicio del Toro notamment et Tommy Lee Jones, film que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment la chasse au premier degré. Ce n'est pas le cas du tout de The Hunt, qui choisit un point de vue beaucoup plus comico-absurde, et qu'il tient d'ailleurs d'un bout à l'autre de son scénario. J'aime bien ça. Donc bref, c'est un film qui donne ce qu'il disait qu'il vendrait. Et ça, c'est une qualité. Ensuite, il va au bout de son scénario et de son point de vue, quelque part absurde. Il a un regard sur notre société qui est clairement un regard critique, et on peut ne pas être d'accord, moi le premier, mais au moins le discours du film est cohérent de bout en bout, et ces petits twists sont pas si mal, c'est pas formidable. Il y a quelque chose trame dans le film qui étaient peut-être pas tout à fait assumés au scénario et à la réalisation et au tournage, du coup au montage, je trouve que c'est un petit peu bon. Je vais en parler dans ma partie spoiler, mais honnêtement je le conseille, The Hunt, c'est un bon Blumhouse. Voilà, je crois qu'on peut commencer à créer des catégories, et c'est là où je voulais en venir un petit peu en parlant de la production Blumhouse en long, en large et en travers. C'est une société dont il faut se méfier, il y a vraiment du très mauvais, voire du complètement passable, où ça ressemble vraiment à une petite boîte de production qui fait des films d'horreur de côté et qui sait pas trop ce qu'elle fait, et en utilisant en plus des ficelles commerciales assez lourdingues, on utilise le nom d'une ancienne série, blablabla, et on fait n'importe quoi avec, ou au contraire on ment sur le nom de la série pour le vendre, hein. Encore une fois, moi Nightmare Island, j'ai un peu en travers de la gorge, mais
De l'autre côté, ils ont aussi des films de première division. Clairement, Split est excellent, The Village est excellent. Alors on va me dire, le mec il est fan de Night Shyamalan. Oui, j'aime beaucoup ce que fait Night Shyamalan et je ne suis pas du tout d'accord avec la plupart des gens sur internet qui le critiquent. Je trouve c'est des critiques que je trouve souvent sans fondement. Je vais être clair, hein. J'en reparlerai à l'occasion, notamment peut-être de la vidéo de Durandal, notamment sur le travail de Night Shyamalan, où il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas d'accord du tout. Mais je pense que si vous voulez comprendre un peu mieux le cinéma de Night Shyamalan, je vous conseille la vidéo de Karim Debache de la série Chroma, extraordinaire série de vidéos de toute façon que je vous conseille de regarder, qui est absolument géniale sur le cinéma. Karim Debache étant un des grands vulgarisateurs de notre époque, je trouve, en termes sur YouTube, c'est un des meilleurs, incontestablement. Et enfin, je trouve, et son épisode Chroma notamment sur Signe de Night Shyamalan est excellent, mais vraiment excellent. Il m'a fait redécouvrir ce film littéralement, c'est un grand monsieur. Bref, donc si vous voulez comprendre un peu mieux le cinéma de Night Shyamalan et dépasser les clichés, dépasser les gens qui disent « Ah, c'est kikou, c'est trop facile, c'est enfantin, genre de choses », vous aurez, je pense, un vrai exercice qui vous donnera un petit peu les clés pour mieux percevoir son cinéma et la densité du cinéma de Night Shyamalan. Bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, il y a pas mal de films Blumhouse très intéressants qui sont sortis, parfois sur des concepts réussis, d'autres moins, hein, que ce soit Unfriended ou d'autres. Mais je trouve que il y a vraiment deux divisions dans cette boîte de production, et quand c'est bon, c'est vraiment bon, c'est pas juste un film moyen, c'est pas juste des films nuls et des films moyens, comme on a eu pendant des années, des films d'horreur un peu à 2 balles, à choper dans les DVD tech, que ça valait que dalle les 9 fois sur 99 fois sur 100. Là vraiment pour le coup Blumhouse a une moyenne de films bons que je trouve plutôt haute, c'est un film sur 3 ou 4 qui est vraiment intéressant, voire bon. Alors très bon, c'est plus rare évidemment, mais c'est quand même une qualité. Et The Hunt fait partie pour moi des bons films. De là à dire qu'il est très bon et que vous allez adorer, non, parce que le film est assez tranché, mine de rien, sur son point de vue, et sur ce qu'il fait de cette fameuse chasse à l'homme. Nonobstant, vous passerez un bon moment. Donc je vous le conseille, et je vais passer tout de suite à la partie spoiler avec les amis, ceux qui se sont déjà infligés The Hunt. On va parler un petit peu mais qu'est-ce que c'est que cette barille-là, cette sauce, cette pasta, comme on dit chez moi. Et c'est pour ça que j'en ai pas mangé non plus. J'ai juste goûté du goût de la langue, j'ai dit, ça me plaît pas ça. Et ça me plaît pas pourquoi? Mais parce que c'est passé. Et ça c'est sensible. C'est le genre de truc hyper sensible. Et toi tu donnes ça à bouffer à des clients, et tu me donnes ça à bouffer? Putain, un plat, j'ai 2 trucs daubés. Donc, vous avez vu The Hunt, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, et vous savez que donc, le personnage principal n'était pas notre chère Emma Roberts, ce n'était pas non plus notre cher Ethan Suplee qu'on connaît tous, ce n'était pas Ike Barinholtz, mais c'était bien Betty Gilpin, actrice que je connaissais peu, honnêtement, je sais pas trop ce qu'elle a fait d'autre, mais qui pour le coup joue ce personnage lunaire assez étrange, et qui, grosso modo, est un peu elle a essentiellement fait des séries télé avant, je l'ai pas vu dans autre chose, honnêtement, j'en ai pas le souvenir, et qui est grosso modo une sorte de personnage qui aurait fait de la prison ou qui était dans l'armée, très difficile à déterminer, elle le dit à un moment donné, mais je sais pas si on peut prendre ce qu'elle dit comme par argent comptant, parce qu'elle raconte des histoires assez dingues. Elle aurait une éducation assez violente, comme ça, assez étrange. Enfin, violente, je sais pas, mais décalée. Et le personnage est constamment en décalage de cette histoire de chasse, et ça, c'est clairement le point de vue des scénaristes Nick Hughes et Damon Lindelof, qui ont choisi de faire une histoire où, grosso modo, cette chasse ne serait jamais prise au sérieux. C'est le point de vue, à mon avis, qui va faire que des gens vont pas aimer ce film. Bref, c'est un personnage à double tranchant parce que, d'un côté, c'était cool, moi j'étais bien dans l'histoire à cause du personnage, je savais pas trop quoi attendre de lui. Il est complètement adapté à la situation, il est violent, badass, il a aucun remords à tuer et à se défendre, ce qui est adapté à la situation clairement, donc tant mieux, et ça rend le côté je bute les 2 vieux qui font des pièges sadiques à coups de poison dans leur fausse supérette plutôt cool. De l'autre, c'est un personnage qui est assez imprévisible, et ça c'est quand même très très cool aussi. Mais il y a un dernier axe que je trouve être un peu une ficelle scénaristique, c'est que ça ne mène pas à grand chose. Grosso modo, ça m'amène au grand dévoilement qui est le grand méchant, qui est donc Hilary Swank. Et c'est cool de voir Hilary Swank dans un projet comme ça et d'endosser un personnage aussi intéressant pour le coup. En tout cas sur le papier, dans les faits c'est un peu plus, je vais en parler. Mais grosso modo, elle partir du principe que donc notre personnage, qui donc est surnommé Boule de Neige dans l'histoire, serait
c'est à cause d'elle, grosso modo, que serait monté ça, puisque elle était convaincue, elle aurait dit sur internet, je suis convaincu que cette histoire de chasse à l'homme existe et que cette meuf, Hilary Swank, c'est une grosse tarée qui fait ça, machin. Et donc elle aurait monté cette chasse pour la première fois à cause d'elle. Donc c'est intéressant, grosso modo, le personnage étant le provocateur de cette réalité, en ayant provoqué quelqu'un qui a les moyens de le faire, qui est assez fou pour le faire. Elle a créé cette chasse, elle a fait mourir des gens en le disant grosso modo sur internet. Bref, le discours du film est très intéressant, il pointe les conséquences des mots et leur côté complètement virtuel et volatile sur internet, en disant beaucoup de gens affirment des choses très violentes sur internet parce qu'il y a la protection du virtuel sans se rendre compte qu'il y a des conséquences réelles, physiques, et le film l'extrémise et le métaphorise de manière frontale. C'est très intéressant comme discours. Et donc, je trouve le point de vue intéressant. Ce que je discute un peu plus, c'est le fait que ça prenne beaucoup de temps dans le film à se développer. Ça met du temps à arriver, et quand ça arrive, c'est pas non plus des séquences incroyables. La séquence où on voit Hilary Swank qui nie... non, mais pas du tout, mais vous êtes fou, comme si je pouvais faire ça. Ouais, c'est intéressant, mais comme le personnage... Là, on arrive sur la béquille scénaristique qui pose problème. Comme le personnage est globalement Comme le personnage est globalement en décalage avec l'histoire, ne prend jamais vraiment l'histoire au sérieux, on a au final un discours... on peut pas s'attacher au personnage d'Hilary Swank vraiment et prendre cette histoire au sérieux parce que le fait est que ça reste... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Le personnage principal n'a pas l'air d'être affecté par l'histoire, les morts ont pas l'air d'être si graves que ça. Ça joue sur une certaine gravité, une certaine tension, mais pas au point qu'on ait envie de se dire « Oh mon Dieu, mais qui a fait ça ? Pourquoi ?» Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas Old Boy. C'est pas un mec qui est enfermé 15 ans, on a le temps de voir qu'il est enfermé, qui devient fou, qui tente de se suicider, on a le temps d'être proche de lui, de sentir l'horreur de cette situation, avant de se dire « Bon, il va trouver le mec, et on va découvrir ce que c'est, et se rendre compte que la partie où on découvre pourquoi le mec lui a fait ça, c'est très long et c'est un vrai twist. C'est même une conclusion, mais c'est un twist de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, on n'est pas dans la même chose. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un peu longuet, tout le passage. On voit les gens, les riches, dire « Ouais, machin, on va monter le truc comme ça, avec de la vanne dedans, beaucoup sur les minorités et tout ça. » Donc, j'ai trouvé que, oui, je comprenais le discours. Encore une fois, le film continue d'être acerbe et critique sur notre société contemporaine et nos rapports virtuels, et l'artificialité des rapports sociaux, entre guillemets, ou grosso modo la violence très très concrète qu'elle génère. Mais j'ai pas trouvé que ça méritait de prendre autant de temps. Donc le film dure 1h30, et j'ai trouvé que ces 20 minutes à 30 minutes de développement de l'histoire, j'ai pas trouvé ça forcément transcendant, honnêtement. J'aurais cru plutôt que le film pouvait largement... Ah non, le film dure 2h moins 5. Voilà, j'ai trouvé que, grosso modo, les 40-50 minutes qu'on a de développement qui se passe un peu après la chasse... Je comprends, ça justifie le film et c'est cohérent, mais j'ai trouvé que ça manquait de mesure. Là, peut-être, je critique un peu Craig Zobel, j'aurais largement modéré, largement accéléré ça, je trouve, notamment parce que le personnage de Betty Gilpin, donc le boule de neige, n'est pas... C'est un personnage cryptique, c'est pas un personnage qui se dévoile réellement, et ils en ont tellement conscience que à la fin, donc encore une fois, vous avez vu le film, hein, quand elle parle avec le personnage d'Hilary Swank et qu'elle lui dit clairement « Je sais pas si je pense que tu t'es gouré de personne, il y a une meuf qui porte mon nom, et t'as cru que c'était moi, mais c'est pas moi. » Ben on sait pas si elle lui ment, moi je dirais elle lui ment, puisque le personnage d'Hilary Swank, en quelque sorte, lui a réussi à lui faire tuer quelqu'un d'innocent, en lui faisant croire qu'elle l'avait trahi, avec le fameux du coup de la radio avant, donc qu'il y a avant qu'elle rencontre Hilary Swank. Donc ça pourrait être un juste retour de bâton, on pourrait l'interpréter comme ça. Mais honnêtement, si c'est pas elle, le film dit... Si c'est pas elle qui démarre l'histoire, entre guillemets, si c'est juste un délire du personnage d'Hilary Swank, le discours du film s'effondre un peu. Il y a un côté comme ça, voilà. En fait, c'est elle qui a trouvé l'importance, qui a donné de l'importance au discours de personnes sur Internet, et qui a calqué son licenciement, la perte de grosso modo de son statut social, ou l'effritement de son statut social, ou le bashing Internet qu'elle s'est mangé, sur une personne. Mais c'est beaucoup moins intéressant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Que ce soit pas vraiment la personne qui a dit... Parce que sinon, du délire, on peut s'en faire sur tout et n'importe quoi. On retombe dans l'histoire classique de la psychopathe qui s'est raconté un truc qui n'existe pas, ou du psychopathe, le psychopathe qui s'est raconté un truc qui n'existait pas. C'est beaucoup moins intéressant si ce n'est pas elle. Donc il faut que ce soit elle pour que l'histoire soit intéressante. Or le film joue, et notamment sa conclusion, là-dessus. Moi j'aimais bien l'idée qu'elles se battent toutes les deux et qu'elles meurent toutes les deux, sous-entendu, c'est elle, et elle mérite un peu aussi de ce qu'elle a provoqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle mérite pas tant que ça de survivre. Mais le film joue ce truc assez irréaliste,
de la voir se relever, foutre cette robe avec cette conclusion étrange, elle va dans l'avion, et à mon avis, ça ressemble typiquement à la fin où t'as un screen test, le public est pas satisfait de la fin, il faut sauver le héros. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai reçu comme ça, je sais pas s'il y a un screen test, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais j'ai trouvé cette fin tout aussi absurde que le reste du film, mais du coup beaucoup moins intéressante, parce que tu dis, bah, si elle s'en sort, en fait, les conséquences de ce qu'elle a fait, elle les a même pas vécues. Et si c'est pas elle, qu'est-ce qu'on nous a raconté ? Pourquoi faire ? C'est un petit peu la fausse bonne idée de fin. Je comprends, hein, alors comprenez-moi tout de suite que je m'exprime clairement. Si c'est pas elle, le sens est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, c'est le personnage d'Iris Wang qui a fait une psychose et qui est devenu le monstre qu'on a réussi à lui faire croire qu'elle est sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et que ça devienne un tel bashing que c'est devenu un phénomène social et que ça a mené à, grosso modo, à la perte de son statut social, machin, blablabla. Ok. Et comme c'est une milliardaire, elle peut le monter, comme elle est complètement barrée, machin, blablabla. Ok. Mais vous comprenez que c'est beaucoup moins intéressant si Boule de Neige en face n'a pas été le réel déclencheur. Parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus original d'avoir quelqu'un qui dit quelque chose sur Internet, qui est fort, qui est affirmé, machin, mais c'est Internet, du coup, elle se dit il n'y aura aucune conséquence, et qui est confronté à des conséquences gravissimes. C'est beaucoup plus intéressant, ça, parce que ça parle du côté de l'inanité sur Internet, qui est un vrai problème de nos jours. Je suis pas du tout, qu'on me comprenne bien, et que tous les gens les gens et les Joséphine SJW se calment tout de suite. Évidemment que je suis pas pour la surveillance sur Internet. J'utilise pas du tout cet argument-là d'un point de vue droite économique pour tout surveiller. Mais bien au contraire. Mais ça pose des questions intéressantes sur l'inanité d'Internet et sur comment on fait pour donner des conséquences à ce que les gens disent. Le discours du film est en ce sens malgré tout intéressant, et c'est pour ça que je conseille, et j'ai conseillé, comme vous avez pu le constater, de voir The Hunt, et vous pouvez le revoir, hein. C'est vraiment, je trouve, un film qui est tout à fait agréable, une bonne série B d'action, gore, violente, avec un second degré, un humour qui est plutôt sympathique. Donc, bref, mais je trouve que le film est descendu d'un degré en n'osant pas finir sur la mort des deux protagonistes, quelque part renvoyé à égalité. C'est-à-dire aussi bien, vous voyez, c'est le fameux coup, les ailes du papillon, quoi, c'est-à-dire face à la tornade. Mais c'est concrètement, je pense qu'il arrive tous les jours sur Internet, des gens se font bâcher, il y en a un qui lance une rumeur, et des gens finissent par se suicider, ça arrive tous les jours. C'est ça la force maintenant du regard social, il est devenu omnipotent, omniscient, et il nous écrase par le nombre, pas forcément par la justesse ni par la cohérence de ce qui est dit. Donc c'est pour ça que c'est important de passer par le dialogue, l'échange, et de vraiment faire un travail de non pas seulement de recevoir de l'information ou de l'entertainment, mais bien de la décrypter, de la critiquer, de chercher à mettre des faits aussi. Ça c'est très... Je trouve que c'est une des parts du film qui est très intéressante sur le fond, et c'est dommage que le film ait un petit peu rétro-pédalé sur sa fin, je trouve, ça enlève un peu de justesse au film. J'ajouterais simplement, avant de terminer, que cette ficelle de prendre un personnage absurde, quelque part absurde, et qui contredit le bien, qui est parfaitement fait pour l'histoire, mais qui, quelque part, dans son sens, le contredit, c'est-à-dire... Vous voyez, c'est le cliché de il y a une chasse à l'homme, tiens, il y a un super soldat ou une super soldate au milieu qui a un super rapport moral aux choses, machin, et c'est son rapport moral qui va être mis à l'épreuve. C'est classique, c'est le film de chasse à l'homme par définition. Et là, c'est pas le cas. Elle est super adaptée, mais au niveau moral, elle est dans une sorte d'absurdité, de néant, qui fait que, au bout d'un moment, le film devient, pour le coup, vraiment original. Et c'est pour ça que je pense que The Hunt est plutôt un bon film, une bonne réussite de ce que peut proposer Blumhouse en termes de production. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, commenter surtout. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu dernièrement beaucoup de gens qui sont arrivés et qui se sont abonnés. C'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.